Second volet de la trilogie Courteline. Le buste de Georges, dans lequel je vous conterai l'authentique odyssée du buste en bronze de Georges Courteline. Plus rien ne s'oppose à ce que nous n'évoquions maintenant que des choses plus souriantes. C'est pourquoi, comme je suppose que vous n'avez présentement rien de plus sérieux à faire, je vais vous rapporter une anecdote relative à notre Georges, pas le vrai, mais sa réplique en bronze qui trônait dans le square devant notre immeuble. Je le connaissais sur le bout des doigts, ce buste, tant nous avions tenté, avec quelques autres galopins de mon âge, de l'escalader, tandis que le gardien de square avait le dos tourné. Je connaissais aussi par cœur le texte gravé dans la pierre. Georges Courteline, 25 juin 1858, 25 juin 1929. Le fait qu'il soit décédé le jour de son anniversaire ouvrit dans ma jeune tête le champ à de multiples suppositions, certaines des plus vraisemblables, et d'autres qui l'étaient beaucoup moins. Je n'ai jamais osé évoquer la question devant madame Courteline, qui m'impressionnait alors beaucoup dans son majestueux accoutrement noir de veuve à la mode 1900. J'avais donc décidé jadis, faute de plus ample informé, de tenir pour seule vraie cause du décès du grand homme l'abus en cette festive occasion d'anniversaire de boissons alcoolisées suivies d'une imprudente promenade tête nuit sous l'impitoyable soleil du mois de juin. Georges, qui lui connaît parfaitement la vérité, a certainement souri de mes vaines élucubrations là-haut au paradis des humoristes. La réalité était hélas tout autre. 2 ans auparavant, il avait été amputé de la jambe droite. Il décédait 2 jours après une nouvelle amputation de la jambe gauche. Mais revenons sur terre. Un triste matin de 1942, un attroupement dans le square s'était formé devant le socle en pierre supportant encore la veille la bonhomme reproduction du moustachu, auteur de Bougoroche. Scandaleuse profanation iconoclaste, le buste avait disparu. Un peu désorientés, les habitants du quartier sentaient confusément qu'un élément important de leur environnement faisait désormais défaut. D'autres événements autrement plus inquiétants à l'époque firent passer l'incident au second plan, et ce n'est que 3 années plus tard, un beau jour de septembre 1944, alors que nous étions tous peu à peu habitués à la présence incongrue de cette sorte de menhir décapité, que la statue réapparut aussi magiquement qu'elle avait disparu. Le mystère fut rapidement levé lorsque l'on sut que l'auteur du rapt était un artisan mécanique de la rue Mousset-Robert tout proche, qu'il l'avait nuitamment enterré dans son jardin dans le but de la soustraire à l'avidité des récupérateurs de ce que l'on nommait métaux non ferreux. Ces derniers œuvraient pour l'occupant afin, disait-on, de fabriquer des canons pour le front de Russie. Encore qu'à mon avis, on n'ait plus coulé de canons en bronze depuis bien longtemps. Cette récupération était toutefois bien réelle, car à cette époque furent également démontés entre autres 6 énormes crocodiles crachant de l'eau et qui entouraient la statue de la place de la Nation. Le char de la République se tenait jadis au milieu d'un bassin, et les crocodiles crachant l'eau représentaient les forces de la réaction, impuissants à freiner le progrès. À la Libération, notre mécanicien patriote et résistant se fit le plaisir de la remettre en place au petit matin afin de jouir de la surprise des passants. Quant aux malheureux sauriens de la place de la Nation, sans doute reconditionnés en obus, gisent-ils toujours sous forme d'éclats dans les environs de Stalingrad. Ce récit, où tout est authentique, n'est en réalité qu'une entrée en matière pour amener une histoire qui circulait à l'époque et qui est, à mon plus grand regret, un peu scabreuse. Que pour l'audition de ce 3e volet de la trilogie, les petits enfants de moins de 7 ans aillent donc se coucher.